L'une des innombrables branches de l'arbre de la vie a, au fil du temps et des millénaires, abouti à nous, son salaire s'écra un fa fensitva kakul. Homo sapiens, l'espèce à laquelle appartiennent les 8 milliards d'entre nous vivants aujourd'hui. Alors que l'histoire de nos ancêtres peut être retracée jusqu'à l'aube de la vie sur Terre, l'histoire des Homo sapiens commence à une courte distance sur l'échelle du temps géologique, il y a un peu plus de 300 000 ans. Considérez qu'il y a 66 millions d'années entre les humains modernes et les dinosaures, et environ 3,7 milliards d'années depuis l'apparition de la vie sur notre planète, et vous pouvez voir à quel point notre espèce est jeune. Notre histoire est longue et complexe, et elle commence à l'époque du Pléistocène, une période caractérisée par la grande steppe des mammouths d'Eurasie, l'évolution des animaux mégaphoniques à travers le monde et une baisse du climat connue sous le nom de dernière ère glaciaire. Mais comment les premiers membres de l'espèce humaine moderne sont-ils arrivés ici? De qui avons-nous évolué? Comment vivions-nous? Où vivions-nous? Et qu'est-ce qui nous a aidés à devenir l'espèce dominante et le seul membre de l'Homo sapiens sur la planète? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer tous ces sujets et bien plus encore en détail. Examiner le monde pendant le Pléistocène et la façon dont nos ancêtres ont réussi à l'exploiter et à y prospérer est essentiel pour comprendre les mystères de nos propres origines. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous vous emmenons à la rencontre de nos ancêtres, les premiers Homo sapiens du Pléistocène. Il est important de se rappeler, et cela est souvent négligé, que nous restons des animaux. Les mêmes pressions évolutives qui s'appliquent à tous les autres êtres vivants sur Terre s'appliquent encore à nous. Nous avons évolué à partir des animaux, plus précisément des singes, et nos descendants resteront des animaux. Nous sommes, malgré les différences, classés aujourd'hui parmi les singes, et nous appartenons à une branche familiale de singes appelée Hominidés ou Hominidae. À nos côtés se trouvent les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et les orang-outans. Les gibbons sont en effet aussi des singes, mais leur lignée s'est séparée de la nôtre en premier, et ils sont maintenant considérés comme appartenant à une famille complètement différente, les Hylobatidés. Parmi les espèces de singes actuelles, nous nous sommes séparés le plus récemment des chimpanzés et des bonobos, des singes du genre Pan, il y a entre 8 et 4 millions d'années, ce qui fait d'eux nos plus proches parents vivants. Après les séparations de lignées de toutes les espèces de singes actuelles, les hominidés étaient libres de se diversifier en toutes sortes d'espèces différentes, selon l'endroit et la manière dont ils vivaient. Nous explorerons plus en détail notre relation avec certains de ces hominidés plus tard dans cette vidéo, mais les premiers ancêtres que nous pouvons retracer qui ont commencé à montrer des traits distincts semblables aux nôtres étaient les Australopithèques. Ces singes marchaient debout et ressemblaient encore, dans un certain sens, à des chimpanzés, leur corps couvert de poils et leurs arcades sourcilières ainsi que leurs mâchoires saillant de leur visage. Leur capacité à marcher debout a coïncidé avec l'apparition de vastes prairies sur les plaines d'Afrique, là où ils sont apparus pour la première fois. À mesure que les arbres devenaient plus clairsemés, ces singes ont pu exploiter différentes sources de nourriture au niveau du sol, plutôt que dans les arbres. Ils ont conservé leurs longs bras pour pouvoir s'échapper vers la sécurité des branches en cas de besoin. Mais la plupart du temps, ils marchaient sur 2 jambes au sol. Quelque chose qui n'avait jamais été observé auparavant de cette manière chez aucune espèce de primate. Au fur et à mesure que la lignée des Australopithèques peut progresser, ils devenaient de plus en plus à l'aise pour marcher et courir à travers les hautes herbes des plaines africaines pendant de longues périodes. Et très vite,
un nouveau genre d'hominidés avait évolué, capable d'exploiter cet habitat de manière encore plus efficace. Le genre Homo, celui qui finirait par aboutir à nous. Le premier à apparaître sur la scène fut Homo habilis, un hominidé qui avait encore beaucoup à apprendre en matière de technologie et de chasse, mais qui pouvait déjà utiliser des outils en pierre très rudimentaires, le tout premier à le faire. Cet hominidé velu conservait encore les bras plus longs et les traits du visage proches de ceux du chimpanzé qu'il avait hérité. Mais les choses changeaient non radicalement et rapidement. Bien qu'il soit encore de bons grimpeurs, il ne montait en tas dans les arbres qu'en cas de nécessité. Les grands félins parcouraient encore les savanes et Homo habilis aurait été une proie facile s'il était surpris sans défense et sans méfiance. D'Homo habilis sont issus des espèces ultérieures, comme Homo erectus. Ces hominidés avaient en perdu une grande partie de leur pilosité corporelle, développé une morphologie corporelle reconnaissablement humaine, et leur visage était visiblement plus humain dans sa structure. Homo erectus fut le premier du genre Homo à s'aventurer hors d'Afrique, colonisant une grande partie de l'Europe et de l'Asie pendant le Pléistocène moyen. La prochaine espèce à apparaître dans la lignée des descendants d'Homo fut une espèce désignée soit comme Homo heidelbergensis, soit comme Homo rhodesiensis, issue des populations d'Homo erectus qui n'avaient pas migré hors d'Afrique. On suppose qu'à partir de là, une branche s'est séparée de la lignée humaine pour devenir Homo neanderthalensis, les Néandertaliens, tandis que l'autre a poursuivi son évolution, menant finalement à l'apparition d'Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Homo sapiens, comme vous le savez déjà, est une espèce qui se distingue des autres espèces humaines archaïques par son grand cerveau, sa capacité à marcher continuellement debout et sa stature plus grande et plus gracile. Nos cerveaux plus développés allèrent conduire à de nombreuses innovations uniques, qui ont jalonné la chronologie de notre existence sur la planète Terre. Des outils en pierre les plus rudimentaires, au Pléistocène, jusqu'aux programmes d'intelligence artificielle presque futuristes et aux avancées en nanotechnologie, que nous voyons de nos jours. Il n'a pas fallu longtemps, relativement parlant, avant que Homo sapiens ne parvienne à quitter l'Afrique, tout comme Homo erectus, pour gagner l'Europe et l'Asie. Il est difficile pour les archéologues et les anthropologues de déterminer à quel moment précis certaines populations d'Homo sapiens ont réussi à quitter leur terre natale africaine pour explorer le reste du monde, mais certains pensent que cela aurait pu se produire il y a déjà 185 000 ans. Un fragment de mâchoire, par exemple, a été découvert dans la grotte de Mesléa en Israël, et l'on pense qu'il appartient à Homo sapiens et qu'il date d'environ cette période. Des outils trouvés à proximité sont supposés avoir jusqu'à 215 000 ans, ce qui, s'ils appartenaient à des membres de notre propre espèce, pourrait signifier que nous avons migré d'Afrique vers l'Asie encore plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Beaucoup plus de scientifiques pensent de fait que les humains modernes n'ont quitté l'Afrique qu'il y a environ 125 000 ans. Ici, on pense qu'ils ont emprunté l'une des deux routes possibles, soit par la vallée du Nil jusqu'au Moyen-Orient, soit par le détroit de Bab el-Mandeb, dont le point le plus étroit relie la côte nord-est de Djibouti en Afrique à la côte sud-ouest du Yémen en Asie. Dans tous les cas, le Moyen-Orient et l'Asie occidentale auraient été leur première étape lors d'une migration qui les a menés à travers le monde entier. Certains humains se seraient installés sur la péninsule arabique, trouvant peut-être finalement leur chemin vers l'Inde il y a environ 75 000 ans. Cependant, ces premières migrations ont peut-être fini en catastrophe pour la race humaine. Des études menées sur les chromosomes IC et l'acide désoxyribonucléique mitochondrial,
tant chez les humains modernes que chez les Homo sapiens préhistoriques, présentent de nombreuses discordances et lacunes. Pour une raison ou une autre, il semble que les premiers humains à explorer les terres en dehors du continent africain n'aient pas survécu en nombre suffisant pour laisser leur empreinte dans le génome humain moderne. Alors, que s'est-il passé? Incroyablement, il se pourrait qu'une catastrophe naturelle massive ait conduit à l'anéantissement quasi total de la première vague de migrants. Plus précisément, on pense que cela a pris la forme de l'éruption du Toba, une explosion supervolcanique massive qui a eu lieu au lac Toba, à Sumatra, en Indonésie. Cela s'est produit il y a 74 000 ans, lorsque 2800 km3 de cendres et de coulées pyroclastiques ont été projetés dans l'atmosphère. Les vestiges de cette explosion ont été découverts jusqu'à la côte est africaine, une région qui englobe presque toutes les terres explorées par les humains modernes à cette époque. De nombreux groupes d'humains primitifs vivant en Asie, du Sud-Est, du Sud et de l'Ouest auraient-ils disparu lors de l'éruption ou auraient été étouffés par les cendres, ne laissant que les restes de l'espèce principalement en Afrique. Cependant, notre histoire ne s'arrête évidemment pas là. Aujourd'hui, on trouve des humains sur tous les continents et sur toutes les grandes îles du monde. Alors, comment y sommes-nous finalement arrivés? La réponse se trouve dans une deuxième vague de migration qui a eu lieu entre 70 000 et 50 000 ans auparavant. Un grand groupe d'Homo sapiens, peut-être un peu moins de 1000 individus, a réussi à traverser la mer Rouge par le détroit de Bab el-Mandeb. À partir de là, on pense que ces personnes ont suivi les traces de leurs ancêtres, voyageant le long de la côte ouest de l'Asie, atteignant finalement l'Inde il y a environ 65 000 ans. Certaines de ces personnes ont continué vers l'est à travers ce qui est aujourd'hui la Thaïlande, descendant jusqu'en Malaisie, en Indonésie et finalement en Australie. L'Australie a probablement été entièrement peuplée il y a environ 40 000 ans. Lorsque nos ancêtres sont arrivés sur le sous-continent indien, on pense qu'ils se sont séparés en deux groupes, qui sont tous deux partis vers le nord dans des directions différentes. Il y a environ 45 000 ans, ceux qui se sont dirigés vers l'est sont arrivés en Chine, s'étendant finalement vers la péninsule coréenne et les îles du Japon il y a environ 35 000 ans. Ceux qui sont partis vers l'ouest ont finalement atteint l'Europe en passant par les régions nord de la péninsule arabique. Cela s'est produit à peu près au même moment où les populations de l'Est sont arrivées en Chine, et cette migration les a menés jusqu'aux territoires qui sont aujourd'hui l'Allemagne, la France et l'Espagne. La conquête du reste du monde a pris un peu plus de temps. Les populations des premiers Homo sapiens en Europe n'ont atteint les régions nord de la Scandinavie et du nord de la Russie qu'il y a environ 12 000 ans, et l'Islande n'a été peuplée qu'il y a seulement 1000 ans. Cependant, les populations en Asie se sont dispersées dans une grande variété d'endroits. Certaines sont parties vers le nord, peuplant le reste de la Russie il y a environ 12 000 ans. Il y a environ 25 000 ans, les humains ont traversé pour la première fois le détroit de Bering, reliant l'Asie à l'Amérique du Nord. Les premiers Américains ont atteint ce qui est aujourd'hui le territoire continental des États-Unis il y a environ 16 000 ans. 2000 ans plus tard, des populations avaient atteint les régions les plus éloignées de l'Amérique du Sud, et à ce moment-là, une grande partie du monde avait été atteinte. Enfin, l'une des populations humaines vivant en Chine a réussi à migrer à travers le Pacifique Sud entre 3000 et 1000 ans auparavant, dont certains ont finalement atteint Madagascar également. À ce stade, les humains avaient voyagé vers presque toutes les régions actuellement hospitalières que le monde avait à offrir. Nous avons rapidement pris le contrôle définitivement.
Une grande partie de ce que nous savons sur le mode de vie de nos premiers ancêtres Homo sapiens concerne une période immortalisée dans la culture populaire, souvent de manière inexacte, connue sous le nom d'âge de pierre. Un grand débat subsiste quant au moment où l'âge de pierre a commencé et s'est terminé, mais les preuves les plus fiables semblent situer son commencement aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ et sa fin vers 4 000 avant Jésus-Christ. L'âge de pierre lui-même était divisé en 3 périodes distinctes. Dans l'ordre, le paléolithique, qui est considéré par certains comme ayant commencé bien avant 10 000 avant Jésus-Christ, le mésolithique et le néolithique. La période paléolithique se caractérise par des Homo sapiens vivant dans des grottes en groupes familiaux, ou plus tard dans des huttes rudimentaires faites de bois et de peaux d'animaux. Les gens du paléolithique étaient des chasseurs-cueilleurs, subsistant grâce à la viande d'animaux sauvages ainsi qu'aux fruits, noix et racines trouvées en cherchant dans les forêts et les plaines du paysage où ils vivaient. Pour préparer leur nourriture, les humains vivant à cette époque fabriquaient aussi des outils rudimentaires en silex et en os d'animaux. Des pointes en pierre, des bifaces et des lances rudimentaires ont été mis au jour datant de cette période, tous utilisés pour faciliter la chasse. Ces premiers groupes d'humains consommaient une grande variété de viande. Ils mangeaient de tout, des cerfs et des sangliers jusqu'aux cerfs géants et aux mammouths laineux. Ils pêchaient dans les rivières, mangeaient improbablement des œufs d'oiseaux et cuisinaient que leur nourriture en maîtrisant parfaitement le feu. Les humains du Paléolithique sont aussi connus pour leur art. Des pigments étaient extraits de l'ocre, du charbon, du sang, de la sève et des os pour créer une forme basique de peinture, qui servait de base aux peintures rupestres. Les animaux étaient donc souvent le sujet de ces peintures, allant des mammouths aux cerfs, des ours aux tigres à dents de sabre, ainsi que des figures humanoïdes elles-mêmes. Certains des sites les plus célèbres et les plus détaillés peuvent être vus aujourd'hui en Espagne et en France, avec quelques-uns présents dans d'autres régions de l'Europe, et même jusqu'en Indonésie et en Amérique. À la fin du Paléolithique, de nombreux animaux mégaphoniques tels que les mammouths, les tigres à dents de sabre, les paresseux géants et les cerfs géants avaient disparu à cause de la chasse excessive et des changements climatiques à travers le monde. L'âge de glace touchait à sa fin, et cela signifiait que des changements se profilaient à l'horizon pour nos ancêtres. Les humains ont perfectionné leurs compétences en fabrication d'outils durant la période mésolithique. Des techniques de polissage de la pierre ont été mises au point et les outils en pierre ont été aiguisés en pointes mortelles pouvant être utilisés plus efficacement lors de la chasse aux animaux sauvages. À mesure que le monde se réchauffait, les grottes étaient généralement abandonnées car nos ancêtres commencèrent à vivre comme des nomades à travers le monde, installant des camps de façon saisonnière dans des endroits où ils auraient les meilleures chances de survie à un moment donné. Les rivières et les lacs étaient privilégiés en raison de leurs réserves d'eau facilement accessibles, de la présence de poissons et d'animaux venant s'abreuver, et grâce à la proximité de ces établissements avec l'eau, des formes élémentaires d'agriculture et d'élevage furent finalement développées vers la fin du Mésolithique. Ce sont ces avancées dans la technologie agricole qui ont conduit à la création de certains des tout premiers établissements permanents, des endroits où les humains pouvaient vivre de façon fiable à proximité d'une eau courante et d'un sol fertile. La période néolithique, également connue sous le nom de Nouvel Âge de la Pierre, vint ensuite. À ce stade, les humains avaient presque totalement abandonné leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs, choisissant de vivre dans des communautés établies sur les rives des rivières et des lacs. La domestication de nombreux types de cultures a conduit à la domestication de nombreux types d'animaux.
Les chèvres, les moutons, les porcs, les vaches et finalement même les chevaux étaient maintenant courants parmi ces proto-communautés. Avec ces avancées, de nouvelles connaissances sur la fabrication des outils sont apparues. Les haches à main, les charrues, des habitations plus avancées et des innovations dans la production de tissus ainsi que la poterie sont apparues au néolithique. Les gens se sont regroupés pour se défendre contre les éléments, les animaux sauvages et même des groupes rivaux d'humains qui avaient établi leur propre colonie. Le monde restait un endroit dangereux et impitoyable pour ceux qui n'étaient pas préparés à l'affronter. Mais il était bien plus sûr à l'intérieur des murs d'un village primitif. Ce sont ces innovations de l'âge de pierre qui ont jeté les bases des futurs âges du bronze et du fer. Mais ce sont des histoires et pour une autre vidéo. Pendant de nombreuses années de leur début sur la planète Terre, Homo sapiens n'était sûrement pas seul. Ils partagèrent le monde avec d'autres espèces d'humains, dont beaucoup étaient adaptés à des modes de vie différents du nôtre. Il y a 70 000 ans, alors que Homo sapiens commencèrent à faire leurs premiers pas permanents hors d'Afrique, ils auraient rencontré des espèces étrangement similaires à la leur. Ceux qui se dirigeaient ventolés vers le nord, en Eurasie, auraient rencontré des groupes d'Homo neanderthalensis, les Néandertaliens. Des humains plus petits, plus trapus, avec un nez plus large et des arcades sourcilières plus prononcées pour les aider à survivre dans les climats plus froids de l'Europe du Nord et de l'Asie. Il existe des preuves que les populations d'Homo sapiens
Vous aurez remarqué qu'à l'époque moderne, il n'y a pas de Néandertaliens. Il n'y a pas de Dénisoviens. Homo floresiensis a disparu depuis longtemps, tout comme les spectaculaires animaux mégaphoniques du Pléistocène. Pourquoi cela ? Comment en est-on arrivé au point où nous, Homo sapiens, sommes les seuls survivants des épreuves du Pléistocène ? La réponse à ces questions est plus surprenante que vous ne l'auriez imaginé au départ. Commençons par les premiers humains. Les Néandertaliens et les Dénisoviens étaient à l'époque où ils existaient parfaitement adaptés à leur mode de vie dans les régions nordiques glaciales de la steppe à mammouth. Nous étions adaptés à des habitats très différents, et les espèces contemporaines, avec leur corps trapu, leur cage thoracique en forme de tonneau et leurs grands traits du visage, semblaient mener des vies très différentes des nôtres. Au fil du Pléistocène, les conditions et le climat ont évolué. Le monde s'est réchauffé et cela a fait disparaître une grande partie de l'habitat des Néandertaliens et des Dénisoviens du nord de l'Eurasie. Ces conditions auraient permis à notre espèce, mieux adaptée et plus apte, grâce à notre capacité cérébrale accrue, de migrer vers le nord, dans les régions autrefois dominées, par exemple, par les Néandertaliens. Les Néandertaliens, en revanche, auraient été acculés, moins capables d'exploiter les sources de nourriture à leur disposition face à la concurrence d'Homo sapiens. Ajoutez à cela l'impact possible de la violence entre nos deux espèces. Des maladies auxquelles nous étions immunisés, mais pas les Néandertaliens, et même une absorption génétique par le métissage. Et vous avez une espèce qui, malheureusement, vivait ses dernières années d'existence. Il y a environ 40 000 ans, les derniers Néandertaliens ont commencé à disparaître. Les Dénisoviens, cependant, ont survécu beaucoup plus longtemps, persistant en Asie jusqu'à il y a seulement 15 000 ans, avant que leur espèce ne soit surpassée par l'adaptabilité et l'intelligence de Homo sapiens. La disparition des autres espèces humaines a coïncidé avec celle de nombreuses espèces de mégafaune. Lorsque les humains modernes sont apparus, avec leur technologie de chasse supérieure, les grands animaux ont été pris pour cible. Cela était probablement dû directement à leur taille massive. Il suffisait d'une seule chasse pour nourrir une communauté pendant longtemps. Cependant, nos premiers ancêtres n'avaient aucun moyen fiable de suivre les populations animales mondiales comme nous le faisons aujourd'hui. La préservation, en général, aurait été un sujet qui leur aurait complètement échappé, et ces personnes auraient probablement continué à chasser ces géants jusqu'à ce que leur population disparaisse totalement. Ajoutez le changement climatique à l'équation, rendant les environnements des mammouths laineux, des mastodontes et des rhinocéros laineux inhabitables, et vous obtenez une recette pour un désastre. En quelques milliers d'années après notre rencontre avec eux, les géants de la steppe à mammouth ont disparu, tout comme les grands marsupiaux d'Australie, les paresseux des Amériques et la diversité des grands animaux en Afrique. Aujourd'hui, des vestiges de ces populations peuvent être trouvés un peu partout dans le monde, mais la mégafaune moderne n'est plus aussi diversifiée qu'elle ne l'était autrefois. En peu de temps, nous avons parcouru un chemin incroyablement long. À partir de ces premières communautés construites autour des systèmes fluviaux d'Europe et d'Asie, nous avons bâti de vastes villes, dont certaines sont même visibles depuis l'espace. Pouvoir voir des choses depuis l'espace, tout simplement. C'est un autre exploit majeur de la technologie humaine. Pour nos premiers ancêtres, cela aurait été un accomplissement inconcevablement immense. Nous avons fait de grands progrès dans les domaines de la médecine, de la recherche scientifique, de l'architecture, de l'art, de la construction et même de la compréhension de la façon dont notre espèce est apparue.
Mais ces innovations s'accompagnent de dangers. Des armes, dont certaines peuvent provoquer la mort et la destruction à une échelle catastrophique, ont été utilisées pour tuer des membres de notre propre espèce lors de guerres horribles. Les animaux sont exterminés à un rythme sans précédent en tant que conséquence indirecte de certains de nos progrès industriels. De nouvelles maladies apparaissent et touchent notre population mondiale croissante. Prenez par exemple la pandémie de Covid-19. Depuis l'année 1998 seulement, la population humaine a augmenté de façon stupéfiante de 2 milliards. Si cela doit continuer, nous devons agir. Les ressources pour SMC pourraient donc tout simplement ne pas être disponibles pour soutenir cette population croissante. Et que se passe-t-il alors? Va-t-on résoudre ce problème localement? Ou allons-nous chercher les réponses dans les étoiles? Les humains pourraient-ils finir par s'imaginer vivre dans d'autres régions de l'espace? À quoi pourrait ressembler notre espèce dans 300 000 ans? Et dans 3 millions d'années, si nous survivons jusque-là? Ce sont toutes des questions fascinantes, dont il est incroyable que nous puissions même les poser, étant donné nos déboutes modestes dans les savanes d'Afrique.